Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Autant le dire tout de suite, l'épisode du jour est poignant. Nous avons choisi dans cette série de vous faire entendre des témoignages venus de tous les horizons, des voix de Français qui font avec, qui affrontent, qui subissent ou qui triomphent de la bataille que nous impose aujourd'hui le coronavirus. Dans cet épisode, nous vous proposons le témoignage bouleversant d'une infirmière qui a choisi de rester anonyme. Sa bataille est quotidienne, elle travaille au service des urgences. Quand un patient arrive et qu'il nécessite une prise en charge, en gros pour elle, il y a deux cas de figure. Soit c'est une véritable urgence et il faut intervenir sur place tout de suite, soit le patient est dans un état qui permet de l'emmener vers un autre service, un service qui sera spécialisé pour traiter sa maladie. Sur le papier, ça paraît simple, mais dans les faits et dans cette période de crise, vous allez voir que ça l'est beaucoup moins. Quand cet entretien a été enregistré, l'infirmière que vous allez entendre venait de quitter son poste, usée, épuisée. Pour la première fois, avant la fin de sa journée de travail, elle a dit stop et elle est rentrée chez elle. Moi, je suis infirmière, hein. Je travaille aux urgences et au SMUR. Et là, à l'heure où on se parle, vous rentrez du travail et à votre voix, on sent que la journée était plus que compliquée là. Oui, c'était très, très compliqué. J'ai préféré passer le relais et je suis partie de façon un peu abrupte, on va dire, ce qu'on appelle poser sa blouse. Voilà, je ne sais pas si je vais retourner au travail, en fait. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement parce que En fait, une situation difficile où potentiellement j'étais amenée à mettre en danger un patient alors que ça n'aurait pas dû être le cas, donc voilà. qu'est-ce que ça veut dire du coup cette situation concrètement? Ça veut dire qu'on prend en charge un patient dans une salle avec du matériel qui est du matériel de première nécessité, on va dire, qui est vraiment là pour du sauvetage, alors qu'on a quelques étages au-dessus de nous une réanimation où il peut être pris en charge correctement. Pourquoi il est pas dans le service de réanimation à ce moment-là, ce patient? Parce que je pense qu'il y a plein de raisons, des raisons techniques, voilà, des raisons on va dire, de réanimateurs qui a autre chose à faire à ce moment-là, qui priorisent différemment de ce que nous on peut prioriser aux urgences. Hein. Et, quand on a amené ce patient, il était question de l'intuber en urgence. En fait, quand il est arrivé, finalement, il était suffisamment stable pour tolérer, en tout cas, le fait de pouvoir monter 3 ou 4 étages et d'aller dans le service de réa pour être intubé dans des conditions extrêmement confortables, parce qu'ils ont quand même là-bas des grands professionnels de l'intubation, du matériel, des vidéolaryngoscopes, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Donc je préviens une fois, 2 fois, l'anesthésiste descend, me demande du matériel que je n'ai pas, et je vois bien rapidement que moi je vais me retrouver en difficulté. Alors non pas sur les compétences du médecin, parce que j'étais avec un très bon médecin à qui je fais confiance, et je sais qu'elle n'aurait pas eu de difficulté à intuber son malade, mais moi derrière je serais bien que dans ma salle, si ça part en vrille, j'ai rien pour travailler, parce que c'est des salles qui n'ont pas vocation à faire ça. C'est-à-dire que là en fait oui, vous avez alerté sur un risque potentiel dans la prise en charge d'un patient, les autres services, et vos collègues, et vous n'avez pas été entendu. Et ça du coup Non. ce soir, ça vous a fait craquer. C'est ça, complètement. J'avais pas envie d'assister à ça. J'avais pas envie de contribuer à ça. De prendre ce risque-là pour lui, j'ai passé la main. Il y a beaucoup de soignants qui ont peur, en fait. Une peur à l'idée de faire quoi ou dans quelle situation? Une peur d'être contaminé, et une peur parce que, je pense que les gens ils regardent un peu trop la télé aussi, et qu'il y a vraiment une espèce d'angoisse qui est latente et qui est beaucoup là dans la population. On pourrait penser que les soignants, avec leurs connaissances en médecine, en hygiène, en gestes de prévention, sont au-dessus de tout ça. Et en fait, y a des gens qui viennent travailler la peur au tripes. Ouais. Ma collègue ce matin, j'ai vu ça dans ses yeux. C'est pas facile. Parce que, en SAMU, c'est compliqué. On n'est pas équipé. On voit les pompiers rentrer avec les fameuses tenues qu'on appelle cosmonautes.
les pneus NRBC où ils ont encagoulé de pied en cap, et nous on arrive avec notre petite surblouse en tissu et notre masque. Ouais, les docs ils sont pas chauds pour rentrer chez les gens, ouais, c'est sûr. C'est alors pas tous évidemment, mais il y en a qui ont peur. Et le geste d'intuber un malade, ça a été étudié. On sait que c'est un geste qui est à haut risque de contamination pour les soignants. Donc, voilà, il y a des médecins qui, s'ils peuvent repasser la balle aux voisins, ils vont le faire, parce qu'ils ont peur. Ouais. On parlait de vagues, j'imagine qu'aujourd'hui, la vague, vous la voyez concrètement et vous êtes dedans, et c'est peut-être ça et ce contexte qui fait qu'aujourd'hui, cette situation qui a peut-être déjà existé par avant a été un peu la goutte d'eau. Comment ça se passe en fait? Ce que nous on vit aujourd'hui, en fait, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que pour les gens, ils regardent la télé, pour eux c'est extraordinaire, mais nous de travailler sans matériel, de se mettre en danger, de ramener des microbes à la maison, c'est tous les jours qu'on vit ça. Hein. Ça c'est notre quotidien finalement, hein, de travailler sans matos et dans des mauvaises conditions, ça c'est pas une nouveauté pour nous. Hein. Là c'est accentué, c'est mis en lumière par l'actualité, mais malheureusement quand on s'aperçoit que oui c'est utile, un médecin qui a dormi plus de 4 heures d'affilée, c'est bien. Une infirmière qui vient travailler sans avoir la trouille, c'est mieux. Oui, on s'en aperçoit maintenant, mais en fait, c'est mieux tout le temps. Nous, on a quand même un établissement où il y a la personne qui s'occupait de faire ce qu'on appelle les plans d'urgence, de pré-organiser les situations de catastrophe. Une personne qui est partie à la retraite il y a plusieurs années, qui n'a jamais été remplacée. Enfin, c'est juste hallucinant. Alors, il y a des attentions adorables, les gens nous gâtent, on a des livraisons de pâtisserie, on a des masques, etc. Mais enfin, quand vous êtes face à une lame de fond, un pain au chocolat, ça n'a jamais sauvé personne. Ça fait super plaisir, hein. Je dis pas le contraire, mais là, on n'a pas encore jugé utile d'augmenter nos effectifs d'équipe. Sur une équipe de 30, on a 6 filles en arrêt. Voilà, on peut pas remplacer. On nous a retiré nos vacances de Pâques, ce qui est tout à fait justifié, ce que tout le monde comprend. Mais on sait très bien que d'ici la fin de l'année, on ne pourra pas les récupérer parce qu'on est en sous-effectif. On sait aussi qu'on ne pourra pas nous les payer. Donc on sait pertinemment que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est du bénévolat. On le fait quand même. On le fait dans des mauvaises conditions. Donc on encaisse. Et puis un jour, il y a la goutte d'eau, quoi. Moi, c'était aujourd'hui. Voilà. C'est pas ce métier-là que moi je veux faire. Qu'est-ce qui manque? Alors j'imagine, oui, des moyens, oui, tout ça, mais concrètement, où est-ce que ça blesse? Où est-ce que ça vous La fait mal? satisfaction du travail bien fait, le fait de pouvoir rentrer chez soi le soir et de se dire chouette, j'ai aidé des gens, et ça, il y a longtemps que je suis pas rentrée chez moi en me disant ça. Vraiment? Vraiment? Ouais. C'est après ça qu'on court tous, hein. Je crois. En tout cas, moi, c'est après ça que je cours. Après l'idée d'être là, au bon moment pour quelqu'un? Ouais. Là, on n'a pas trop le temps de reprendre son souffle, en fait. C'est un peu comme un accouchement. C'est les douleurs de contraction, en fait, c'est des douleurs qu'on connaît, mais quand c'est trop rapproché, on en prend plein la gueule. Et c'est fatigant. Là, c'est pareil. Mais on a l'impression que vous allez y retourner demain. Ouais, je suis assez conne pour ça, ouais. Ouais, je sais pas, je verrai. Cet entretien a été enregistré le 27 mars 2020. On comptait alors 32 964 cas de coronavirus en France. 15 732 personnes étaient hospitalisées, dont 3 787 en réanimation. Comme elle l'avait prédit, l'infirmière que vous avez entendue dans cet entretien a repris sa place au service des urgences. Merci à vous d'avoir écouté son témoignage et n'hésitez pas à soutenir notre série en mettant des étoiles ou en laissant un commentaire sur votre plateforme.
On vous remercie par avance et on les partage avec toutes les personnes qui acceptent, malgré la difficulté de leur quotidien, de nous donner un peu de leur temps pour témoigner.